Waze va s'associer à Google pour essayer de mieux définir les cartes d'Israël et en tout cas permettre aux villes de mieux gérer la circulation en Israël. Oui, c'est un exemple. Je voyais, je ne serais pas arrivé 2 minutes en retard ce matin s'il y avait eu déjà l'application. Il y a... hier, ils ont annoncé, apparemment c'est pour notre chronique, qu'il y avait maintenant un lien, il y aura une symbiose entre Waze, que vous venez de dire, et Google Application, Google Nuage, il s'appelle ça. Oui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le Waze, c'est des gens, comme vous savez, qui disent chacun à l'autre ce qui se passe sur la route. Oui. Mais il n'y a pas jusqu'à maintenant de possibilité de ce qu'on appelle en hébreu nitouar, c'est-à-dire bien examiner, de faire de ça des analyses, oui. De voir qu'est-ce qui peut, où est-ce que ça marche pas, etc. Et avec maintenant, les gens pourront voir Waze dans l'application de ce Google-là. Donc, ils auront d'abord une meilleure visualisation des choses, mais surtout les villes. Et les villes d'Israël ont déjà des accords avec Waze. C'est-à-dire, quel genre d'accord? Ils ont Waze leur dit déjà maintenant où est-ce qu'il y a, quand il y a des problèmes dans un endroit, alors la mairie leur dit, et ça, voilà. Mais maintenant, grâce à ça, ils pourront savoir où est-ce que, de façon globale, de façon générale, il y a des problèmes de circulation dans telle rue. Il faudrait peut-être penser à mettre un... Mais pourquoi on a toujours l'impression que Waze sait tout déjà à l'avance, puisqu'il a un satellite et qu'apparemment, il est capable de déterminer à l'avance, justement, les parcours les plus courts. Comme vous dites Waze, oui, mais il s'agit de pouvoir améliorer le fait que les gens aient moins de problèmes de circulation dans les villes elles-mêmes, de savoir où est-ce qu'il serait intéressant de mettre encore une autre voie et des choses comme ça. Et ce seront parce que Google a une possibilité d'analyse que n'avait pas jusque-là Waze. Donc ça doit servir en particulier aux mairies, aux municipalités. Voilà, exactement. Ok, d'accord, je comprends bien. Alors, on va également parler de tourisme parce que l'année 5779 hébraïque s'est terminée il y a quelques jours, vous le savez, et on peut dire que cette année a été une année record pour le monde du tourisme en Israël, n'est-ce pas? Oui, c'est la 3e année... Donnez-nous des chiffres. Voilà, c'est la 3e année consécutive qu'il y a un record du tourisme en Israël. Les chiffres ont été donnés la veille de Rosh Hashanah et ils ont parlé maintenant de 4,5 millions de touristes qui sont venus en l'année juive de 5779. À comparer avec l'année d'avant, 3,9 millions. C'est-à-dire, il n'y avait pas 4 millions, maintenant il y a 4,5 millions. Oui. On pense même que toute l'année 2019, si ça continue sur cette lancée, 5 millions. C'est énorme. Donc alors, en plus, ils ont remarqué que ce que laissent les touristes en Israël, c'est encore plus qu'avant. Il s'est passé de 19 milliards shekels à 22 milliards cette année, ce qu'ils ont. Donc, c'est très, très bien pour l'économie israélienne. Le ministère de Tourisme, lorsqu'il a publié ces chiffres-là, a proposé comme explication le fait qu'il ait fait beaucoup d'initiatives concernant surtout, par exemple, le logement des touristes, qu'ils se sont arrangés que c'est moins cher, comme on sait qu'il y a Airbnb qui marche maintenant en Israël et d'autres choses. Je pense, quant à moi, que la raison est aussi ce qu'on appelle la politique des ciels ouverts qui avait été il y a quelques années. Vous savez que maintenant on peut aller en Europe, même plus loin, pour quelques centaines de shekels aller-retour. Et donc ça fait que les touristes viennent plus facilement pour 1 ou 2 jours. Pour la semaine de Rosh Hashanah, pour donner des chiffres, ils attendaient jusqu'à 100 000 personnes la semaine de Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah. Donc c'est des chiffres très très importants qui sont prometteurs. Et comme des gens m'ont dit d'ailleurs, ceux qui voyagent verront que l'aéroport de Ben Gurion, de plus en plus, sait qu'il doit accepter, gérer un plus grand nombre de voyageurs et a fait énormément de progrès. Je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant il y a beaucoup moins d'attentes à côté des passeports et des choses comme ça. Donc apparemment, Israël a bien mis les structures pour accueillir ces touristes. Alors, de très bons résultats pour le tourisme israélien, mais de moins bons résultats pour Amazon en Israël. On avait parlé de l'arrivée d'Amazon en Israël, beaucoup d'attentes du côté d'Amazon, mais alors une certaine déception? Oui, nous avions plusieurs fois parlé dans la chronique de ça, et pas seulement nous, eux aussi s'étaient préparés avec la Poste. On avait parlé et avec des producteurs en Israël, des vendeurs, pour que au moment des fêtes, ça soit une réussite. Or, il y a eu beaucoup de critiques pour ce qui s'est passé. D'abord, le site
est en anglais en Israël. Ils n'ont même pas fait une traduction en hébreu. Donc, c'est un premier problème. Deuxièmement, ils ont dit, ce qui intéresse les gens, c'est les prix. Et ils ont remarqué qu'en fait, les prix qui sont proposés de la plupart des produits, ils en parlaient même dans la télévision et autres, ils ont fait des grandes statistiques de voir les articles. La plupart des articles n'étaient pas moins chers chez Amazon que que quand vous alliez au magasin ou comme c'était avant. Et donc, apparemment, pour l'instant, ce n'est, la presse financière économique est très critique par rapport à ce qui s'est passé. Il faudra voir, et nous serons là pour ça, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Alors, vous nous dites que la Banque d'Israël publie des statistiques sur l'argent des Israéliens. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que la Banque d'Israël sait exactement où nous mettons notre argent? Exactement. Pour le Rosh Hashanah aussi, la presse financière s'est fait écho de ce que la Banque d'Israël publie sur d'abord, on pourrait dire l'argent, la richesse de tous les Israéliens ensemble. Il s'agit de tous les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont, avec aussi les fonds institutionnels comme des compagnies d'assurance et tout ça. On est presque à 4 trillions de shekels, 1000 milliards. Un trillion, c'est 1000 milliards. Oui. Ça a augmenté de 95 milliards de shekels l'année dernière, donc c'est bien. C'est dû au fait que, d'abord, la bourse a bien augmenté en gros cette année. Maintenant, la Banque d'Israël aussi a fait une étude pour voir où est-ce que les Israéliens placent leur argent. Alors, la plus grande partie, 7%, c'est dans les actions en Israël. Après, ce sont les obligations d'État. Et après, les obligations des entreprises. Et ce qu'il faut noter, les SICA, ce qu'on appelle en hébreu Kranot et Manout, ont aussi la bonne cote. Ils ont augmenté, alors que les taux d'Otsal, ça veut dire un panier d'actions, eux n'ont pas la cote. Maintenant, ce qui est très important de dire, et ça, on en a parlé souvent aussi, le fait que le shekel est tellement fort, vous savez, hier, le dollar était en dessous de 3,50, l'euro autour de 3,80, que les Israéliens, lorsqu'ils placent leur argent, ils regardent la rentabilité à shekel. Et donc, ils vont moins sur les marchés étrangers. Il y a une baisse de l'investissement des Israéliens sur les bourses étrangères, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est, même s'ils gagnent un peu, parce que la bourse a augmenté 6 en dollars, ça lui sert pas si le dollar d'un côté baisse, comme ça s'est fait entre 5 et 10% cette année par rapport au shekel. Donc tout ça font qu'en fait, on continue ce qu'on a dit, qu'en gros, malgré tous les problèmes qu'on a parlé ici, l'économie israélienne va assez bien et il y a toujours la confiance des investisseurs. Alors, pour le dernier sujet que vous vouliez soulever ce matin, c'est un succès d'un projet du ministère de l'économie, un projet de symbiose entre usines. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà. Le ministère de l'économie a vu qu'en Angleterre, depuis maintenant 5 ans, il y avait des accords entre des entreprises, des usines. Pour certains, les déchets de l'autre sont ce qu'on appelle l'or pour l'autre. Et ils sont dit en Angleterre, au lieu de commencer à faire beaucoup de frais et de choses pour pouvoir les mettre sous terre ou je ne sais où, on va demander si d'autres entreprises veulent utiliser cette matière-là qui est un déchet pour sa matière première à lui. Et donc, le ministère de l'économie, ça fait seulement 4 mois, a lancé ce projet d'intéressement aux entreprises. Et il y a eu déjà 250 usines en Israël dans les 4 mois. Et on parle déjà de 15 affaires qui ont été faites, et il parle jusqu'à qu'il y a 100 affaires qui sont, c'est-à-dire en tout, il y aura encore 85 qui sont en tuyau et qui vont avoir l'accord du ministère de l'économie, sans doute. Et donc, c'est bien pour 2 choses, comme nous le disons. D'abord, ça, en Angleterre, ça a fait sur les 5 ans dont j'ai parlé, 300 millions de livres sterling d'économie. Donc, ça fera de l'économie aussi par rapport aux entreprises. Mais en plus, vous savez, c'est en vogue, l'économie verte, comme on dit, et on dit que ça sera quelque chose qui va sûrement être dans les prochaines années. C'est aussi très important pour ça, puisque ça évitera d'un problème de déchets, de savoir où les emmagasiner. C'est toujours un problème, les déchets, où est-ce qu'on va en faire? Eh bien, c'était très intéressant, comme d'habitude, de parler avec vous. On a appris pas mal de choses ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être venu comme chaque semaine. Alors, on est jeudi, d'habitude, c'est le mercredi. Mais en raison du jeûne de Guédalia, nous avons reporté cette chronique, qui est donc hebdomadaire. Je vous remercie, Dr Daniel Guggenheim, d'être venu dans notre studio. On se retrouve la semaine prochaine, tout de suite après Yom Kippour. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.